I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, ça va bien. On est là pour la deuxième partie de notre épisode de série avec un peu plus de diversité et d'inclusivité. Donc, on a déjà fait une première partie que vous pouvez écouter où on a parlé de séries avec des cultures différentes, avec de l'inclusivité ethnique, si on peut dire, et avec les séries queer aussi. On a aussi fait une partie de cette première partie était sur les séries queer. Et du coup, aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui, on va vous parler des séries avec des représentations différentes en termes de corps, et puis aussi des séries qui abordent la santé mentale à travers soit des personnages, soit globalement des storylines. Voilà. Donc du coup, nous, on a tout enregistré d'un coup nos épisodes, notre sélection d'épisodes pour nos 4 thématiques différentes. Donc, on va tout de suite bondir jusqu'à l'enregistrement, là où on s'était arrêté dans notre dernier épisode. Bonne écoute. Par quoi tu veux commencer? J'aimerais commencer par Girls, une série HBO qui est sortie en 2012 et donc qui est du coup disponible sur HBO Max. C'est une série qui suit le quotidien de Hannah, qui est une New-Yorkaise qui a la vingtaine, qui a terminé ses études et qui papillonne entre guillemets. Elle travaille dans un stage. Elle a un stage, mais c'est pas rémunéré. Et puis elle rêve d'être autrice, donc elle poursuit un petit peu ses rêves. Et puis la première scène, c'est Hannah qui est face à ses parents au restaurant et ses parents qui lui disent bon, t'es mignonne, mais là ça fait 2 ans que t'as fini tes études, on va arrêter de tout payer pour toi. Et donc on suit un peu son adaptation à cette nouvelle vie. Et puis au-delà de ça, elle a des copines autour d'elle. Et donc c'est ce premier épisode où elle veut devenir autrice et qu'elle dit à ses parents mais je pense que je suis la voix de ma génération. Ou Incroyable. au moins la voix d'une voix d'une génération. Ouais. Je me la suis notée aussi cette réplique parce que c'est vrai que sur le coup c'était pris un peu au-dessus de la jambe à se dire non mais meuf t'es complètement redescends sur terre. Voilà, c'est ça, redescends. Mais je trouve que c'est quelque part prophétique parce que je trouve que cette série-là est quelque part un peu la voix de notre génération dans le sens où 2012 c'était donc les millennials, moi j'étais pile dans la même tranche de vie que ces personnages. J'avais fini mes études et j'étais dans la vingtaine et j'étais comme un peu perdue de me dire qu'est-ce que je vais faire. Et je trouve que il y a un peu alors je pense pas qu'il y ait le même impact qu'un Sex and the City, mais je trouve qu'il y a quand même une vibe un peu comme Sex and the City pour les gens de la vingtaine parce qu'on suit 4 filles, parce que elles ont leurs tribulations, leurs histoires d'amour, la vie à New York et leur quotidien. Et donc je trouve que quelque part elle a je pense que c'était peut-être comme une manifestation de la part de Lena Dunham qui est la créatrice de dire j'ai envie d'être la voix de ma génération, mais je trouve que c'est vraiment très très bien réussi quoi. C'est vrai, ouais. C'est vrai, moi aussi je m'étais pas mal identifiée à certaines de leurs aventures et de leurs questionnements et de leurs trucs. Et donc c'est une série. Oui, vas-y. Et non mais tu parles de Sex and the City et on parlait tout à l'heure de séries qui ont trop un impact à l'époque où elles sortent et 20 ans plus tard, tu les regardes et tu fais Et Sex and the City, je trouve que c'est tellement le meilleur exemple parce que il y a tellement de trucs ultra cringe. Mais quand c'est sorti, mais pareil, moi, je me souviens quand je regardais Sex and the City, donc déjà c'était des femmes personnages principaux, c'était trop cool. Et en plus, c'était des femmes qui parlaient ouvertement de sexe, mais c'était révolutionnaire, quoi. À la télé, des femmes qui parlent de sexe, mais what? C'était complètement révolutionnaire à l'époque où c'est sorti. Bref, voilà. Moi, je l'ai pas regardé à l'époque, j'ai essayé de la regarder récemment. Non, c'est faut pas compliqué. regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes Sex and the City quand tu l'as regardé à l'époque et que t'as le côté nostalgie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout. Mais donc oui, voilà, Girls, c'est un petit peu cette vibe-là, dans une moindre mesure quand même. Mais il y a un petit peu cette vibe. Et je me souviens encore, c'est une série qui m'a interpellée à l'époque, parce que donc elle est sortie en 2012.
2012, si on remet un petit peu du contexte, la plupart des teen dramas, moi, que je regardais en même temps, c'était Gossip Girl, Vampire Diaries, Les Frères Scott, The Secret Circle aussi. Donc, des séries très ados et des séries avec des standards de beauté très, très calibrés. La plupart des personnages étaient minces, c'était toutes et quasiment tous des blancs. Et c'était très, oui, dans le standard de beauté, quoi, la belle blonde, la grande brune, etc. Et je me souviens encore quand j'ai regardé le premier épisode de Girls, j'étais un peu interpellée de me dire, mais en fait, je crois que c'est la première fois que je vois des personnages que je trouve pas beaux et que je trouve pas attirants et que je trouve, en fait, c'est un peu comme si c'était des personnes normales, tu vois, genre des personnes que je pourrais croiser dans mon quotidien. Alors sur le coup, ça m'a mis un petit peu de temps à, entre guillemets, m'habituer, de me dire, en fait, c'est intéressant aussi de creuser ce type de personnages et d'aller au-delà de juste des apparences et des standards de beauté d'Hollywood et machin. Mais je me souviens que sur le coup, ça m'avait fait un petit truc de se dire, mais ils sont peut-être un peu trop normaux. J'ai envie de rêver, j'ai envie d'avoir des trucs que je ne pourrais pas avoir. Donc, il y a eu un petit peu cette dichotomie-là. Et puis, au fur et à mesure, quand tu regardes la série et quand tu suis les personnages, elles sont ultra attachantes. Moi, j'adore le personnage de Shoshana. Oui. La cousine de Tessa, donc un autre membre du groupe, qui est très timide, assez angoissée et qui est fan de Sex and the City. Mais oui, en plus, ultra attachante. À toujours dire, oui, toi, t'es plutôt une Samantha, toi, t'es plutôt une machin. Enfin, vraiment, ouais, très, très bonne série. Et aussi, c'est la première fois, moi, que j'ai vu Adam Driver, que maintenant on a connu, qui a une grosse carrière et qui fait plein de choses. Et pareil, lui, il jouait le love interest du personnage principal. Donc déjà, le personnage principal, Hannah, ne rentrait pas dans les standards de beauté. C'était un personnage qui était décrit comme grosse. Et même dans sa manière de... Elle était pas grosse, mais décrite comme grosse à l'époque. C'est pour ça que j'ai décrit comme... Vue comme grosse à l'époque, ce qui était quand même déjà un progrès. Parce que dans les années 2000, qui était grosse, c'était Bridget Jones. Donc voilà. Donc on avait quand même déjà avancé. Elle est pas grosse, mais elle a pas un physique longiligne. Et elle est ultra à l'aise dans son corps dans cette dans cette série. Ça, c'était révolutionnaire aussi, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai décrit comme grosse parce que pareil, j'avais ce souvenir-là et puis j'ai regardé des images du pilote et j'étais comme non, en fait, c'était un peu abusé, là, les années 2000, calmez-vous. Autant elle fait un 40, tu vois, donc bon, calmez-vous. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là de personnage donc décrit comme grosse, comme tu disais, qui est très à l'aise avec son corps. Et en plus, c'était pas le personnage le stéréotype de la grosse marrante, quoi, qui n'arrive rien et qui est juste la copine de la fille jolie. Il lui arrive aussi des choses et c'est un personnage central. C'est elle le personnage principal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aussi, donc, tu as son love interest, donc Adam, qui est le gars toxique par excellence, mais qui aussi, le love interest, qui était un gars qui ne correspondait pas aux standards de beauté de l'époque, et qui, du coup, pareil, qui a amené une certaine fraîcheur dans la manière de montrer ce genre de relation amoureuse quand t'as 20 ans et que tu sors avec quelqu'un, et puis oui, puis non, puis je sais pas, puis machin, puis truc. Ben, je trouve que ça amène quelque chose d'autre de voir des gens un peu normaux, entre guillemets, même si ça reste des acteurs d'Hollywood, calmons-nous. C'est des gens de, voilà. Mais, j'avais beaucoup aimé cet aspect-là je dirais pas que je m'identifiais, parce que, bon, il y avait pas de personnage noir et globalement. Je crois que la série avait été un peu critiquée pour ça, d'ailleurs, que c'était très, très blanc, un peu privilégié quand même, comme milieu, quoi. Ouais. Donc, je dirais pas que je m'identifiais, mais il y a quand même ce truc c'est rafraîchissant de voir des personnages qui ressemblent un petit peu plus à la vraie vie. Ouais, c'est clair. Et aussi, ça parle donc comment dire, ils abordent aussi des thèmes autour de la santé mentale. Ça, c'est un truc que j'ai revu en faisant des recherches pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. J'avais complètement oublié qu'en fait, le personnage de Hannah aussi a des troubles. Elle a un TOC. Elle souffre d'anxiété. Ouais, j'avais complètement zappé ça. Donc pareil, paraît-il que c'était représentatif et c'était respectueux et réaliste dans la manière dont c'était traité. Ouais, et pas si courant à l'époque, quoi, et traité de cette façon, quoi. On la présente pas comme elle est complètement tarée, quoi. Non, clairement pas, ouais, c'est vrai. Je pense que pendant longtemps, ça a été ça, en fait, dès qu'il y avait un peu t'étais pas parfaitement droit, voilà, quoi. T'étais le taré de la bande, quoi. Donc oui, une bonne petite série à découvrir sur HBO, qui se regarde plutôt bien, à tester, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu avais, toi? Moi, j'ai mis My Mad Fat Diary. En français, c'est Journal d'une ado hors norme. Le titre français ne me donne pas envie, même si je trouve que ça ressemble en soi au titre anglais, mais voilà. Bon, bref. C'est sur Prime. C'est une série de 2013 et il y a 3 saisons. Est-ce que tu l'as regardée? Ça te dit quelque chose? Pas du tout, non.
C'est basé sur, un roman écrit par, Ray Earl et je crois pas que ce soit complètement autobiographique, mais je me demande si ça l'est pas quand même, en grosse partie, bon, je suis pas sûre là, j'ai un petit doute, j'ai oublié d'aller vérifier ça. Donc bref, ça suit Ray mais oui, ça doit être complètement autobiographique. Le personnage principal, Chloé, s'appelle comme l'autrice. Bref, ça fait 2 heures qu'on enregistre, mon cerveau est un peu au Mais on ralenti. est fatigués là. Donc ça suit, le quotidien de Ray, qui est une ado anglaise grosse, qui sort, de l'hôpital psychiatrique et qui renoue avec une amie d'enfance et fait connaissance, et lie des liens, avec, le groupe d'amis, de sa copine. C'est, je trouve c'est à la fois une série feel good et en même temps qu'aborde aussi des sujets, difficiles. Bah, elle sort de l'hôpital psy, elle a des amis qui y sont encore. Ça parle de TCA, ça parle de suicide, donc voilà, il y a quand même des moments comme ça, chauds. Elle a un rapport avec son corps, qui est très compliqué. On n'est pas du tout dans, la meuf, grosse, qui kiffe d'être grosse, Mmh. mais moi, j'ai adoré, un truc que j'ai en fait, que j'ai adoré dans cette série, c'est que alors je fais un micro spoil, hein, désolée, mais bon, c'est très important de le faire. C'est que, bon, déjà, le personnage principal, c'est une fille, grosse et Mmh. on voit vraiment pas beaucoup. Enfin, Ouais. plus aujourd'hui, mais vraiment, on a mis longtemps avant de voir des vrais gens gros, à la télé et surtout, elle pécho le beau gosse de la bande. Et Oh! ça, Pas mais moi, mal! ça a fait du bien à mon ado intérieur Tu qui m'étonnes. pensait alors moi, quand j'étais aujourd'hui, je suis une femme grosse, ou quand j'étais ado, j'étais pas grosse, même si la société me faisait penser que Mmh. je l'étais parce que j'étais pas non plus toute fine Mmh. et j'avais clairement ce truc en tête de, bah, en fait, si tu es grosse, Ah, tu auras jamais le beau mec. les garçons vont pas s'intéresser à toi, quoi si tu veux que machin, il te regarde, il faut d'abord que tu maigrisses, quoi. Quand tu auras maigri, tous tes problèmes seront résolus et bidule Mmh. pourra tomber amoureux de toi, quoi mais ça a trop fait du bien, du coup, à mon ado intérieur d'avoir, la meuf grosse qui sort avec le beau gosse et il y a une scène où elle le rejette, elle lui dit: «Mais je vois pas pourquoi tu es avec moi» et il lui dit: «Mais arrête tes conneries en fait là, moi tu me plais, c'est tout». Enfin et franchement ça fait du bien à regarder Mmh. quand on a eu, bah, ce vécu quoi, de se dire, «Si tu es grosse, tu vas pas pécho le beau gosse Mmh. quoi». C'est aussi, bah, nostalgie, années 90, à fond, puisque ça se passe dans les années Ah! 90, donc ça toujours, on aime bien. On adore. La meilleure période en même temps, j'ai envie Ouais de dire, hein. et donc c'est Sharon Rooney qui joue, le rôle de Ray et elle a gagné, plusieurs, enfin il y a la série a été nominée pour plusieurs BAFTA et elle a gagné, le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal. Elle est Mmh. vraiment, très, très bien et c'est aussi une série, bah, on fait un peu le pont de nouveau avec, les maladies, mentales parce qu'elle a aussi été acclamée par la critique pour cette représentation, des maladies, mentales parce que, bah, voilà, Ray et ses amis de l'hôpital psychiatrique, ils traversent, des choses, difficiles et voilà, c'est compliqué pour eux. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on parle de tout ça et je pense on en parle bien, mais Mmh. ça définit pas Ray, quoi. Elle est Oui, pas tout à fait. juste, c'est, sa lutte avec elle-même, elle est pas Ouais. que ça, quoi et il y a plein d'autres choses. Il y a des sujets durs, mais il y a aussi plein de moments de joie et Mmh. et voilà et c'est aussi très, très drôle. Elle écrit dans son bah, comme le laisse le deviner son journal, Mmh. elle écrit dans son journal et elle écrit des trucs, pas possibles. Elle est, trop, super, horny, elle veut absolument pécho quelqu'un. Donc on est très content qu'elle pécho le beau gosse, En plus. en plus. Donc voilà, franchement, c'est une très, très bonne série que j'ai adoré regarder, à l'époque. Mmh. Ça donne envie. Tu vends bien les séries, hein? Mmh. Ça tombe bien. Est-ce que Est-ce que ouais, vas-y. Bah, est-ce que tu avais une autre série, dans notre catégorie, des représentations de corps différents? Non, pas dans ce thème-là.
Et toi? Moi, j'en ai encore. J'en ai Mmh. une autre, c'est Shrill. C'est une série de 2019, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est dispo Elle a nulle part en disparu? ce moment. Mais c'est une série, Hulu, je sais jamais, Hulu. C'est une série Hulu, donc on peut peut-être espérer qu'elle reviendra sur Disney+ un Ouais, jour, si elle ouais. leur appartient. Peut-être qu'ils ont plus les droits en ce moment, mais bref, c'est adapté du livre autobiographique de Lindy West et le rôle principal est joué par Heidi Bryant qui, est une des si vous avez déjà vu des sketchs de Saturday Night Live, elle est souvent Mmh. dedans. Elle OK. est peut-être pas dedans en ce moment, mais il y a une époque où elle était quand même pas mal dedans, donc vous l'avez peut-être, vue et donc elle joue, Annie et on suit un peu son parcours, d'acceptation et d'affirmation d'elle-même. Elle a un déclic dans le premier épisode, quand elle découvre que, elle est enceinte parce que la pilule du lendemain ne marche pas sur les femmes de plus de 75 kilogrammes et oui. Alors Ah! je Je savais pas crois ça. qu'aujourd'hui enfin, j'ai fait des recherches rapidement, je me suis dit: «Est-ce Ouais. que c'est toujours le cas?» J'ai l'impression que ça a peut-être évolué. Punaise. En tout cas, si vous faites plus de 75 kilogrammes et que vous achetez la pilule du lendemain, dites votre poids à votre pharmacien pour être sûr. Oh waouh! Et du coup, ça fait un peu un déclic et elle se rend compte de tous les trucs, qu'elle, subit depuis qu'elle est toute petite, parce Mmh. qu'elle est grosse et de tous les trucs, qu'elle accepte ou qu'elle ose pas, contredire, parce qu'elle est grosse, quoi. Et on la voit petit à petit, s'affirmer de plus en plus, s'accepter, oser des choses, et ça fait du bien. Mmh. Et il y a aussi enfin, je pense que quand on est grosse et qu'on regarde ça, il y a plein de situations où on est là: «Mmh ah oui, ça je l'ai vécu aussi. Ah oui, ah Ah. bah tiens, ça aussi, ouais». Donc c'est vraiment d'ailleurs c'est écrit, enfin c'est un truc autobiographique, Oui. c'est écrit par une femme grosse en fait. Enfin le livre sur lequel c'est basé, c'est écrit par une femme grosse. Donc forcément, on a des expériences communes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool et il y a une scène extraordinaire de pool party. Donc Ouais. elle va à une fête, autour d'une piscine et en fait, à cette fête-là, il y a quasiment que des femmes grosses. Il y a déjà que des Mmh. femmes et vraiment, il y en a quelques-unes un peu moins grosses dans le lot, mais dans la majorité, c'est que des femmes grosses et c'est des corps, enfin, ultra différents. Il y a vraiment Ouais. Vraiment des personnes, ultra, différentes qui sont, représentées et elle y va en étant un peu renfermée sur elle, elle a jamais osé se mettre en maillot de bain, Mmh. donc elle y va en jean avec une chemise, jusqu'au cou et elle finit par, dégager tous ses vêtements et sauter dans la piscine, au bout d'un Trop moment, quoi. bien. Donc il y a ce moment de libération et de voir cet événement avec toutes ces femmes, grosses qui s'éclatent et qui font la fête et qui sont en maillot de bain. Le truc qui est Ouais. le plus dur, et voilà, sur lequel tu sais que tu vas avoir, des regards, des critiques, des machins et tout mais c'est trop, trop bien de voir cette scène, quoi. Donc si un jour Shrill revient, regardez Shrill. Trop cool. Je crois que je l'avais testé à l'époque, mais je suis pas sûre que j'avais il y avait beaucoup de saisons? Non, il y a que 2 s 3 saisons. 3 saisons? Ouais, Je je me pense. souviens plus trop, je me souviens du début surtout et Ouais. je me souviens plus trop de la fin. Je me demande si ça a pas quand même, été un peu moins bien, Ouais. parce que je m'en souviens plus. Alors ça se trouve, c'est juste que j'ai oublié, mais je Ouais. me souviens pas du tout de la dernière saison, quoi. Mmh. Ouais, c'est possible. Ouais, Parfois, déjà que c'était une série, relativement confidentielle, il me semble, hein. C'était pas une ouais, des grosses séries de l'époque, donc bon, ouais. Mmh ça mh. a pu aussi, tomber un peu dans l'oubli, dirons-nous. Ouais, c'est sûr et puis des fois, tu oublies les trucs, hein, Ouais, même ouais. si c'était bien, tu oublies. Si c'était bien, mais voilà, surtout comme tu disais tout à l'heure, quand c'est un peu le Mmh. quotidien des gens. Ouais, Tu des événements moins marquants et du coup, tu oublies, beaucoup plus facilement que la série où, le personnage principal se fait tuer, quoi. c'est ça, c'est ça et C'est j'ai clair. l'impression que tu t'attaches peut-être moins aussi aux personnages. Enfin, moi, ça me fait ça, j'ai l'impression, je m'attache moins et du coup, je m'en souviens moins. Mmh. Mmh. Ouais, c'est sûr, ouais. Du coup, tu avais pas d'autres séries à Mmh. rajouter? Alors Ouais, moi, c'est c'est bon pour juste moi. sur des petits persos, mais vraiment, c'est du personnage, ultra secondaire, mais Ouais, ça fait quand même plaisir de voir, un peu de diversité. ouais. Hem Dans The Pitt, il y a un psy qui est en fauteuil roulant et qu'on voit
pas mal dans la dernière saison. Donc, et ça, je trouve ça très cool. Et dans Doctor Who aussi, il y a quelqu'un qui travaille chez UNIT, donc qui est l'organisation qui surveille un peu les trucs extraterrestres sur Terre, qui est aussi dans un fauteuil roulant. Et je trouve ça trop bien de voir des personnes en fauteuil roulant dans des professions importantes, actives et tout. Et mais parce qu'en fait, on ne voit pas ça, quoi. Et je pense que sur les handicaps et les fauteuils roulants, il y a beaucoup, beaucoup encore de préjugés et d'a priori qui sont pas du tout réalistes. Et dans Doctor Who, il y a même il y a un épisode où le méchant a un peu fait un lavage de cerveau à toute la planète. Et les gens sont ultra comment dire, là ils suivent, ils font tous la même chose, il y a rien qui dépasse, machin, tu vois? Ils créent un espèce de monde parfait. Et dans un coin de la ville, il y a toutes les personnes handicapées qui sont là. Et en fait, elles sont là, elles et donc c'est elle, Shirley, qui dit ça, qui dit, bah, en fait, lui, juste dans son monde, on n'existe pas. Et c'est lié à sa tête, en fait. C'est avec sa tête qu'il contrôle, avec son esprit, quoi, qui contrôle un peu tout ça. Et elle dit, en fait, pour lui, on n'existe pas, en fait. Il nous ignore. Donc, du coup, quand il crée son monde parfait, là, bah, il pense pas à nous. Du coup, ben, on n'a pas été pris dans le web. Dans la toile de son truc de manipulation, on n'a pas été pris dedans puisque bah, ils ont pas pensé qu'on existait. T'es là, bah, pour une fois, ça sert. Oui, pour une fois, ça tombe bien. Et j'avais trouvé que c'était voilà, une métaphore qui était très, très forte, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans Slow Horses aussi, il y a le personnage de Molly qui est en fauteuil roulant. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est donc elle travaille au MI5. Elle a énormément d'influence dans son métier. Et c'est son handicap n'est jamais un sujet. D'ailleurs, c'est juste bon, bah, il se trouve que elle est en fauteuil roulant. Et en plus, la manière dont c'est montré, c'est tu te rends compte au fur et à mesure quand tu suis le personnage qu'elle est en fauteuil roulant. T'as ce personnage de Louisa qui est jouée par une actrice qui a des malformations aux mains. Et pareil, c'est jamais un sujet. Et en fait, à un moment donné, la manière dont elle est filmée, tu te rends compte que ses mains sont mal formées, mais le personnage n'en parle jamais et c'est jamais un sujet. Et c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir ce genre de représentation, de dire bah oui, c'est une personne comme une autre qui vit sa vie, qui a ses problèmes de travail, d'amour, de machin. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, ça ne la définit pas. Ouais. Elle n'est pas définie par ça. C'est ça qui est bien. Dans la dernière saison de Bridgerton, on a aussi le personnage de Hazel. Donc, c'est une domestique des Bridgerton, donc vraiment, on la voit pas énormément, mais on la voit quand même régulièrement. Et alors, elle a une agénésie de l'avant-bras. Donc, en fait, c'est quand le bras se développe pas. Donc, elle a pas d'avant-bras, quoi. Et c'est une domestique, quoi. Elle fait un travail qui est physique et on n'en parle pas du tout de son handicap. Mais bah voilà, encore une fois, c'est de la représentation, je trouve, qui nous montre quelqu'un dans son travail de tous les jours et qui fait complètement capable de faire plein de choses, quoi. Bon, bien sûr, dans la réalité, est-ce qu'au 19e siècle, quelqu'un à qui il manque un bras aurait été engagé comme domestique dans une maison de la haute société? Peut-être pas, mais là, en tout cas, voilà, c'est ça. Là, en tout cas, bah, on voit quelqu'un qui fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. Et dernière chose, un dernier personnage, ben, c'est pas le corps, mais c'est le cerveau. Enfin, dans The Pit, toujours, le docteur Mel King est clairement, enfin, c'est pas dit, mais c'est d'une évidence à 100% qu'elle est autiste. Et j'ai trouvé que c'était une représentation très cool. Bah, pareil, elle est médecin et il y a plein de petites choses, tu te dis: «Elle est autiste, hein», et sa sœur d'ailleurs est autiste, mais sa sœur est autiste de façon beaucoup plus marquée et elle vit dans un centre et elle a la responsabilité de sa sœur. Mais tu vois bien que bah, Mel aussi, elle est autiste, mais elle est quand même médecin et elle est médecin aux urgences
Réintégrer dans la société. Ouais, voilà. Et puis ça nous montre aussi, je trouve que ça sort des clichés des autistes qui sont des garçons ultra intelligents C'est vrai. ou des petits garçons qui sont en bout dans un coin et qui parlent pas. Enfin, je trouve qu'il y a peu. D'ailleurs, j'ai cherché des représentations de personnes autistes et qui soient dans une série que je trouve sympa à regarder. Bah, j'ai pas trouvé. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y en a, mais c'est pas nécessairement sympa à regarder. ouais, voilà, c'est les séries que j'ai vues qui étaient recommandées, j'ai pas du tout accroché. Il y avait Iris et Geek Girl. Ouais. Mais ouais, j'ai pas du tout accroché aux séries. Et après les autres, Atypical, Big Bang Theory et tout, mais c'est Oui, tellement ça reste cliché, cliché. quoi, en fait, tu vois? Et une femme autiste se reconnaît pas du tout dans ces personnages-là. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai fini ma grande liste. À toi la parole. Mais dans ce cas, nous allons pouvoir passer à la catégorie suivante, autour de la santé mentale et des représentations autour de la santé mentale. Là, encore une fois, moi, j'ai pas de liste de séries à proprement parler. C'est plutôt des personnages pris dans différentes séries. Attends, tu vois, je dis ça et en fait, je suis en train de me contredire moi-même parce que je suis en train de penser à une série qui parle que de ça. Bon, on va reprendre du début. Écoute, non, mais c'est pas grave, ça nous vient en parlant, on en rajoute. Exactement, exactement. Mais oui, alors bon, du coup, je vais commencer par cette série, ensuite on va parler du reste. La série The Crowded Room, est-ce que ça te parle? Non. C'est une série qui est sortie sur Apple TV. Ah, j'ai oublié de noter l'année, mais je pense que ça doit être 2024-2025 par là. C'est une série avec Tom Holland. OK. Et en fait, c'est inspiré de l'histoire de Billy Milligan. Billy Milligan, tu en as peut-être entendu parler puisque c'est la personne qui a inspiré le film Split notamment et qui a permis de démocratiser la connaissance du grand public des troubles de dissociation de l'identité. Et du coup, donc The Crowded Room, on suit un personnage qui s'appelle Danny, qui souffre du coup de troubles de dissociation de l'identité et qui se retrouve face à la justice, sans trop en dire. Et donc, ce qui est super intéressant dans cette série, c'est que, alors bon, c'est pas dit dès le début qu'il a ce trouble-là, mais c'est dans le pitch, donc c'est pas un spoil en tant que tel. Mais justement, donc c'est une série qui est sur une saison. Dans la première moitié de la saison, tu suis Danny et tu le suis avec les gens autour de lui, son quotidien, ses amis, sa copine, etc. Et puis au bout d'un moment, cette information-là est révélée, donc qui souffre de ce trouble-là. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tu revois les différentes situations du point de vue de la réalité. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, on se rend compte qu'on avait son point de vue à lui et c'était pas la réalité. Et donc, on revoit un petit peu différentes scènes, différents moments du point de vue de la réalité. Donc, en fait, c'est Danny qui switch entre ces différentes identités, ces différentes identités. Et j'ai trouvé que la série était ultra instructive et ultra... alors, ça avait l'air réaliste. Encore une fois, je ne suis pas concernée, je ne connais personne de concerné, donc à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ça avait l'air réaliste dans sa représentation de ce que ça représente d'avoir un trouble de l'identité. Notamment, tu as un épisode où tu as une espèce de métaphore où tu vois Danny qui est dans une grande maison et qui est dans la cave de cette maison-là. Et dans cette cave-là, en fait, il y a ces différentes identités qui sont autour de lui et il y a un espèce de projecteur, c'est une douche faite par un projecteur. Et du coup, chaque identité passe tour à tour dans la douche et donc du coup passe devant, entre guillemets, et donc prennent le contrôle du corps de Danny. Et paraît-il que cette représentation est assez fiable par rapport à ce que ces personnes-là vivent. Donc voilà, c'est très instructif de ce point de vue-là. Moi, j'ai beaucoup appris sur ce trouble-là que je connaissais de très loin et que j'avais vu dans Split où c'est quand même un cas assez extrême et assez pas spectaculaire, mais assez rocambolesque quelque part. Là, malgré tout, malgré le fait qu'il a le lien avec la justice, c'est quand même un petit peu plus intimiste et un petit peu plus moins spectaculaire. Et la performance de Tom Holland est incroyable. Vraiment, c'est dans ce rôle-là où je trouve que c'est un très très bon acteur. Je le connaissais dans Spider-Man, donc c'est vrai qu'il est bon dans Spider-Man, mais c'est pas là où je me dis c'est un excellent acteur, quoi. Et là, sa performance dans cette série-là était vraiment époustouflante. Et que ce soit pour la connaissance du trouble, la connaissance du personnage et même globalement l'histoire, je trouve que c'est une série vraiment à regarder et qui mérite d'être vue, quoi, d'être testée. Voilà. Très bien. Tu veux enchaîner avec qui, toi? Eh ben, écoute, en t'écoutant parler, ça m'a rappelé une série que j'avais pas notée.
Mais The United States of Tara, Oui, est-ce que ça Tara, te dit oui. quelque chose? Ouais. Alors, bon, j'ai cherché vite fait en t'écoutant quand même, je précise. Oui, T'inquiète. je fais 2 choses à la fois. Parce que alors moi, je me souviens que j'ai adoré cette série, mais du coup, ça date quand même un petit peu, donc c'est toujours quand ça date un peu, tu es là: c'était Ouais. vraiment une bonne représentation ou pas?» Puis en plus, voilà, n'étant pas concernée moi personnellement Ouais, c'est difficile sur à dire. surtout sur les maladies mentales quoi, tu vois, tu c'est dur de dire comment Mmh. tu le vis quoi, si toi tu l'as pas vécu, Ouais. donc voilà, donc j'ai cherché rapidement là sur Reddit, Mmh. et les gens ont l'air de dire que bonne représentation, mais d'une façon plutôt rare dont s'exprime le Mmh. TDI. Donc Ouais. pas vraiment l'expérience majoritaire, mais quand même on peut un peu se reconnaître dedans. Et moi, je Mmh. sais que j'avais adoré cette série à l'époque. Je sais Ouais et pas si puis c'est elle date d'un moment, hein? dispo. Ouais, ça date de quand? Ça date de 2009. Mmh. Mmh. Je Mmh. crois que c'est une série Showtime, non? Et Tu es sur la fiche Wikipédia? je suis sur Parce que du Google. ah, parce que du coup, j'essaie de Showtime, c'est deviner. bien ça, c'est Ouais, bien ça. j'essaie de deviner où est-ce que Ah ça bah, pouvait c'est être. dispo sur M6. Ah bah, Alors parfait. attends, non, est-ce que c'est dispo sur M6 ou est-ce que c'est encore une fausse C'est joie, Google, ouais. Non, bah, c'est ça. Non, mais non, c'est pas dispo sur M6, j'ai rien Ah. dit. Donc je crois que c'est dispo un peu nulle part là, j'ai l'impression. Ah. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas dispo et c'est vrai que comme c'est une vieille série, pas C'est sûr que ça compliqué, hein. revienne, un jour, quoi. Mmh. Mais bon. Ouais. Dans la suite des personnages qui souffrent aussi d'un Mmh mh. TDI, j'ai voulu citer, le personnage principal dans la série Moon Knight. Pareil, c'est une série Marvel, super-héros, machin, donc on s'attendrait pas à aborder ce type de thème. Et en fait, le pilote suit, Steven, donc c'est un homme qui travaille dans un musée, je crois que c'est à New York, il me semble. Mmh. Et en fait, il se rend compte qu'il a des absences. Au début, il pense qu'il est somnambule, donc il se dit: «Bon, bah, je vais m'attacher à mon lit, comme ça, je vais arrêter de bouger». Et puis, à un moment donné, il se retrouve projeté dans un lieu qu'il ne connaît pas. Tu sais, il se réveille dans un lieu qu'il connaît absolument pas, une ville d'Europe. Il se rend compte qu'il est Mmh. poursuivi et tu as une scène d'action comme ça où on est du point de vue de Steven et donc, heu, on le voit perdre connaissance et donc on voit juste les moments où il se réveille et il se retrouve, il y a des gens morts autour de lui et puis il se réveille et puis il est dans une voiture qui est à balles. Donc il y a plein de moments comme ça où en fait on est vraiment autant perdu que lui, à se demander qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure de la série, justement, on comprend qu'il a un TDI et donc ça aborde les thèmes autour de la santé mentale, autour de, comment est-ce que son TDI s'est manifesté et qu'est-ce qu'il a vécu qui a fait que, potentiellement, ça a déclenché son trouble. Alors après, c'est une série Marvel, donc il y a tout un vernis autour de, voilà, du surnaturel, des super-héros, ça explose partout, il y a de l'action, tout ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la storyline de ce personnage parce que, hem, on s'attache beaucoup à lui et je trouve que c'est moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement d'humaniser aussi, les personnages, en grosso modo, la plupart des personnages qu'on a cités, qui font partie d'une minorité ou qui souffrent de certains Mmh. troubles. Je trouve ça super important de les humaniser et je trouve que dans cette série, c'est très bien fait. C'est vraiment on a énormément d'empathie pour Steven et ensuite, en plus, on découvre un petit peu, comment dire? Il enquête un petit peu sur son trouble et il ouvre comment dire? Il découvre les couches au fur et à mesure de son trouble et on apprend les choses en même temps que lui et du coup on a énormément d'empathie pour ce qu'il vit, ce qu'il a vécu et ce dont il se rend compte au fur et à mesure de la série, quoi. Mmh. Voilà, donc Mmh. vraiment beaucoup aimé et en plus c'est Mmh. une saison, une dizaine d'épisodes, ça se regarde très bien, Très voilà. bien. C'est bien les petites séries rapides. Ouais, c'est ça. Ça marche très bien aussi. Et donc d'ailleurs, j'ai utilisé le mot, maladie mentale tout à l'heure, mais en effet, en le disant, je me suis dit: je suis pas sûre que ce soit le bon terme maladie et que je pense qu'on parle Mmh. peut-être plus de trouble». Je suis désolée Je si, crois aussi, ouais. si j'ai dit, un terme, qui est, offensant et pas correct. C'était pas du tout, ma volonté. J'ai parlé sans réfléchir. Ça Voilà, nous arrive à tous. ça arrive à tout le monde. Exactement. Est-ce que tu avais d'autres séries, à nous présenter? D'autres personnages? Oui, autour de la santé mentale, toi, tu en as plus?
Et ben non, parce qu'en fait, moi, j'avais pas noté OK. de gens de trucs dans cette catégorie. J'en ai pas qui me sont venus. Donc, mais OK. alors après, voilà, tu vois, je parlais de My Mad Fat Diary, bah, ça rentre aussi, Ouais. là-dedans. Et je repense à notre épisode qu'on a fait sur les fins de série où je parlais Oui. de Crazy Crazy Ex-Girlfriend. Ex-Girlfriend. Ouais. Et bah, on pourrait aussi en parler où elle. Donc c'est une série comédie musicale et au début c'est juste de la comédie et on se dit ouais elle est un peu perchée la meuf, Mmh. mais en fait petit à petit on se rend compte que non il y a quelque chose d'autre derrière et elle-même l'apprend en même temps que nous en fait et découvre tout ça en même temps que nous et on arrive à avoir un sujet, une conversation très sérieuse sur la santé mentale et j'avais trouvé ce petit retournement de situation Mmh. intéressant et qu'on ne la présente pas juste comme la meuf perchée Ouais. et qu'on vienne à avoir quelque chose de beaucoup plus profond. J'avais trouvé ça intéressant à voir. Mmh mh. Ouais, je trouve ça j'aime bien quand ils font, quand ils présentent l'histoire comme ça dans les séries, c'est quand ils te cueillent, tu suis le quotidien du personnage Mmh. de son point de vue à lui, donc tu Mmh mh. vois pas les signes et au bout d'un moment, on te donne cette information et tu te rends compte en même temps que lui, tu te dis: «Ah Mmh. mais ouais, en fait». Ouais. Tu vois, il y a eu un truc comme ça dans Shameless où donc Ian souffre de bipolarité et il y a un épisode comme ça où tu suis son quotidien et puis, tu vois, par exemple, tu as une scène où, il lui arrive plein de trucs, il est dans la cuisine, il se fait son petit déj et puis, tu sais, il râle auprès de ses frères et sœurs: «Ah, il y a ça qui m'arrive, c'est pas cool, machin». Et puis, tu le vois au travail et puis il part un peu dans tous les sens et tout ça, mais c'est une journée normale et puis au bout d'un moment, tu sais, il a un monologue et puis il y a tout le monde qui le regarde et qui lui dit: «Ian, est-ce que tu as pris tes médicaments récemment?» Mmh. Et donc ça lui fait se rendre compte qu'en fait, ah oui, j'ai arrêté de prendre mes médicaments. Ah oui, il y a des trucs qui vont pas. Et du coup, tu revois ces scènes, bah, la fameuse scène du petit-déj où sa sœur lui dit: «Ouais, mais en fait, tu es en train de faire le petit-déj à 3 heures du matin». Mmh. Donc il y a un truc qui allait pas et c'est super intéressant parce que du point de vue du personnage, il y a plein de signes que tu vois pas et qui étaient pourtant là, hein, mais que toi, en tant que spectateur, tu vois pas Mmh. et quand on te les dit, tu dis: «Ah Ah ouais, c'est oui. vrai. Ah ouais, il y avait ça. Ah ouais, il y avait ça». Donc ouais, j'aime bien quand ils font ce genre de choses. Je trouve que c'est plus efficace, justement pour Ouais. créer de l'empathie et humaniser et pour vraiment te cueillir, quoi. Ouais, complètement comme tu dis, je pense que ça crée plus d'empathie et que Ouais, c'est aussi sûrement, bah, beaucoup plus réaliste parce que, ouais. voilà, tu te rends pas compte tout de suite, qu'il se passe un truc, qui va pas, quoi. Mmh, ouais, ouais, clairement. Enfin, j'imagine bien, en tout cas, que c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Dans la continuité, j'ai, Gretchen de You're the Worst dont j'ai parlé dans mon Mmh. épisode sur les meilleures fins, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Je vous invite à aller voir, à aller écouter d'autres épisodes tant qu'à faire. Et donc, Gretchen, c'est un personnage qui souffre de dépression et j'ai mis bipolarité avec un point d'interrogation puisque dans la série, ils disent dépression, Mmh. mais en fait, elle a des phases très, très hauts, très, très bas dans son humeur, donc je pense qu'aujourd'hui, on dirait bipolarité. Il y a aussi, Hem, sous des personnages, des fois, qui sont écrits enfin, quand ça date un peu, ouais. qui sont complètement des personnages qui peuvent être, bah, bipolaires ou autistes Mmh. ou plein de choses différentes et en fait, à l'époque, c'est pas présenté comme Ouais, tel et on le voyait pas comme tel, c'est vrai. avec le recul, tu es là, mais en fait, voilà ce qu'est ce personnage, c'est juste qu'on mettait pas les bons mots dessus à l'époque et c'est Mmh. pas quelque chose qu'on identifiait, quoi. Ouais et parfois qu'on ne nommait pas même, Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les personnages qui m'ont marqué dans les personnages qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC, c'est quelque chose que j'avais oublié et ça m'est revenu en préparant l'épisode. Le fait que Lou, dans Euphoria, c'est un personnage qui a une santé mentale, compliquée, au-delà de ses addictions. En fait, avant même ses addictions, dans le premier épisode, il y a un flashback sur sa vie et son enfance et en fait, elle est diagnostiquée, avec un TDA, avec des TOC et avec de la bipolarité et a priori, c'est ce qui ensuite l'entraîne dans Mmh. l'addiction puisque c'est en fait, elle explique quand la première fois qu'elle prend une drogue, c'est la première fois où son cerveau se calme Mmh. et qu'il se passe plus de 3 millions de choses dans sa tête et qu'elle est bien et donc ça expliquerait, son addiction ensuite derrière. Donc c'est vrai que Jou, alors c'est vrai que c'est pas vraiment une thématique de la série, dans le sens où on parle très peu de ces TOC. Justement, je t'ai dit que j'avais oublié. Ces TOC, son TDA, on en parle très peu, mais on va plutôt parler de sa santé mentale au niveau de l'addiction,
au niveau du deuil aussi difficile de son père. On sent qu'elle s'en est toujours pas remise et ça a laissé une énorme trace dans son quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et au niveau de ses idées noires aussi, elle a une tendance à la dépression qui fait que elle a du mal avec son quotidien. Elle a du mal à évoluer dans le monde. Alors même si c'est pas tant adressé frontalement que ça, mais je me dis peut-être que certaines personnes pourront quand même s'identifier parce que il y a plein d'éléments qui ont l'air, encore une fois, réalistes de ce que j'ai l'impression de ce que c'est, quoi. Tu as aussi le personnage de Jeu dans Bref, le personnage joué par Ken Kojandi. Oui. Qui souffre de TOC aussi. Hannah dans Girls, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui souffre aussi d'anxiété. Et l'anxiété aussi est abordée dans The Bear, avec le personnage de Carmi, le personnage principal, qui souffre, même limite c'est de l'anxiété, c'est un stress post-traumatique parce qu'il a vécu du harcèlement dans son job précédent. Et donc dans la série, on voit quelles sont les répercussions sur sa vie actuelle. Il est très anxieux, il est très stressé, il s'énerve aussi, parfois il part dans des diatribes et il s'énerve vraiment très très fort entre guillemets pour pas grand-chose. Et donc on voit beaucoup les répercussions de ce qu'il a vécu sur son quotidien et sur sa vie actuelle, que ça soit donc avec son métier précédent ou même avec sa famille, parce qu'il a une famille dysfonctionnelle. Il a vécu beaucoup de choses très très dures. Son frère s'est suicidé aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments autour de sa santé mentale qui sont abordés dans la série. Et même si c'est une série qui parle de cuisine, eh ben ça aborde aussi beaucoup ces thèmes-là autour de la santé mentale de Carmen. Et dernière chose, je l'ai rajouté pendant qu'on parlait tout à l'heure, donc j'ai pas énormément d'infos, mais c'est vrai que j'y ai repensé, je me dis mais c'est pour le coup ça parle de ça aussi. Alors c'est une série qui est pas très connue, qui s'appelle Wilfred. Est-ce que t'en as déjà entendu parler? Non, pas du tout. En fait, c'est une série qui est une adaptation d'une série australienne qui s'appelait Wilfred aussi, avec Elijah Wood. Et on suit le personnage d'Elijah Wood. Dans le pilote, il est dépressif et il essaye de se suicider. Et ça rate et il rencontre sa nouvelle voisine, une fille très très belle, blonde, donc il tombe instantanément amoureux d'elle. Et sa voisine lui présente Wilfred, son chien. Et en fait, si, ça me dit quelque chose. Tu vois? Oui, Et en fait, vois. donc pour elle, c'est un chien normal. Et en fait, pour le personnage d'Elijah Wood, dont j'ai oublié le nom, c'est un homme avec un déguisement de chien. Ouais. Et donc pendant toute la série, il y a ce doute qui est cultivé, enfin plus ou moins, parce que bon, en fait, on se rend bien compte que voilà, il souffre de certains troubles mentaux, ce monsieur. Bon, oui, troubles mentaux, ce monsieur. Et donc en fait, voilà, il y a un peu ce doute qui est cultivé de est-ce que c'est vraiment un homme déguisé ou pas. Comment ça se fait que le personnage voit Wilfred comme ça et il y a un lien qui se crée entre les deux. Et du coup, c'est une comédie, hein. Et du coup, il y a pas mal de moments assez cocasses parce que Wilfred se comporte comme un chien, donc parfois tu vois un homme déguisé en chien qui se comporte comme un chien. Donc il y a pas mal de moments rigolos. Mais ouais, ça aborde ces thèmes-là de manière assez légère, relativement légère, mais en même temps avec un angle que j'avais jamais vu et qui est assez original. Donc pareil, si jamais vous la trouvez, je sais pas si elle se trouve quelque part, Wilfred, mais si jamais vous la trouvez, n'hésitez pas parce que c'est une petite perle à tester. Trop bien. Voilà. Ma liste est terminée. Eh ben, très bien. Eh ben, si avec ça, vous savez pas quoi regarder, franchement... Ah ben là, franchement... je ne sais plus quoi faire. Hein. Ça fait 3 heures qu'on s'enregistre, messieurs, dames. Il y a beaucoup de choses. Des personnages, des séries, des chapitres. Bon, et puis on vous le redit, si vous voulez vous aussi nous partager vos séries dans lesquelles vous vous êtes reconnus, les séries vous trouvez qui sont particulièrement bien niveau diversité et inclusivité, bien sûr, faites-le avec grand plaisir en nous laissant un message sur les réseaux sociaux. Blablasérie avec un s.podcast. On est sur Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube. Ou en nous envoyant un mail à blablasérie, toujours avec un s.podcast@gmail.com. Et puis, si cet épisode et les précédents vous ont plu, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Laissez-nous aussi un petit avis si vous souhaitez. On va lire ce que vous pensez. C'est ça, ça nous fera fort, fort plaisir et ça nous aide à faire connaître le podcast à d'autres personnes. Donc, faites-nous découvrir à d'autres personnes. Tant qu'à faire. Bon, toi, Nat, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, vous pouvez me retrouver sur Threads @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où on parle de séries, bien évidemment.
C'est tout à fait logique par rapport au nom du compte. Et toi, Chloé? Moi, on me retrouve sur Substack, Chloé Chenet, CHLOE, CHENIS. Et mon espace s'appelle La Chronique et on parle de ce qui me passe par la tête à ce moment-là. Au moment où j'écris, voilà. Donc ça dépend. Est-ce qu'on a tout dit? Ah, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Dans le prochain épisode, ce sera le point série du mois de mai où on parlera de tout ce qu'on a regardé en mai, des petites actus qui nous sont passées sous les yeux. Voilà, on a hâte d'enregistrer cet épisode qu'on aime toujours faire. Oui, ça va être très très cool. Et puis, alors c'est vrai qu'on est un peu tôt dans l'enregistrement, mais il y aura certainement plein de choses à dire. C'est sûr. Allez, à la prochaine. Bientôt. Salut. Ciao.